Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychologie. Psychologie. Collection fondée par Philippe Breneau et dirigée par Joël Bernat. Sans exclusive ni frontières, les logiques président au fonctionnement psychique comme à la vie relationnelle. Toutes les pratiques, toutes les écoles ont leur place dans psychologie. Déjà paru. Jean-Paul Descombey, La psychiatrie sinistrée toujours 2019. Claudine Leguil Bourdiol, Promenade en violence. Et si l'agresseur était aussi une personne, 2019. Marie-France Blesse, S'adresser à l'autre, regard croisé sur le langage de l'adulte, du bébé et de l'adolescent 2019. Bernard Marois, La dépression et son traitement. Aspect méconnu, nouvelle édition 2019. Pierre Delmas, Petit traité de psychomythologie ou le pouvoir évolutif du mythe, 2019. Patrick Allary, Puisque je passais par là. De la psychiatrie de secteur à la réhabilitation polaire, 2018. Myriam Noelwinderling, Vaincre vos traumatismes par la méthode IPSCI. Une histoire naturelle de la souffrance et de la guérison, 2018. Didier Bourgeois, Le syndrome de Schopenhauer, variante psychosociale des troubles du comportement à l'adolescence. 2018. Clément Rizet, Les tentatives de suicide des adolescents. Du négatif à la subjectivation, 2018. Walter Trinca, Les multiples visages du self, traduit du brésilien par Pascal Reuillard 2018. Sophia Duccschi Judes, Anorexie mentale, quand un père passe et manque, 2018. Agnès Volta et Jean-Claude Rollet, Influence socioculturelle sur la souffrance psychique, une question de place 2017. Introduction. En rédigeant cette introduction, je songe à 3 cas de Freud. Katharina, Dora et la jeune homosexuelle. Leur exposé s'étale largement dans la durée de la carrière de Freud et donc dans son élaboration de la théorie, mais aussi de la technique, 1895, 1901 et 1920. De nombreux confrères et consoeurs m'ont fait part, lors de supervision, au même titre que d'autres professionnels de santé mentale ou du travail social, de certaines de leurs difficultés avec les adolescents. J'entends cette plainte depuis des années. Correspond-elle à mon expérience clinique ? Oui et non. Cela dépend de certains facteurs. Pour avoir échangé longuement sur cette question avec Stanislav Tomkiewicz, avoir écouté Bernard Brusset et quelques autres, comme Bernard Roch, qui m'a initié à la pratique clinique, j'ai acquis sinon la conviction, du moins une position dans laquelle je considère que c'est l'attitude contre-transférentielle qui détermine et suscite un certain type de transfert et donc de collaboration entre le sujet adolescent et le clinicien. Il en va d'ailleurs de même à mon avis, entre tous les sujets et tous les cliniciens. Katharina, 1895, est une jeune fille que Freud rencontre par hasard à la montagne, non pas rue de la montagne. Traduction littérale de la rue du domicile et du cabinet qu'il habite. Avec beaucoup d'humour, il décide de tester la méthode qu'il est en train d'inventer en altitude. Le récit de ce cas est aussi miraculeux en apparence que le sont certaines rencontres cliniques fulgurantes avec des adolescents. J'ai pu en faire l'expérience, notamment lorsque j'étais psychologue clinicien à l'hôpital général, et en centre de crise plus tard, à la seule condition peut-être d'une certaine audace, comme celle qui pousse Freud à tester la méthode psychanalytique en altitude. Une audace, comme celle que Winnicott et Lacan ont su montrer, toute proportion gardée avec moi-même évidemment. Dora et la jeune homosexuelle en revanche, ont semblé être plus difficiles avec Freud. D'aucuns ont étudié ce qui avait semble-t-il à choper, du côté de Freud quant au contre-transfert et au maniement de la cure. Mais si on est tout à fait honnête, il faut reconnaître que chacun d'entre nous, cliniciens, a vécu des situations bien délicates, en particulier avec des adolescents, qui peuvent avoir l'art et la manière, à cet âge si vif, si créatif et tellement à l'acmé des capacités humaines, de nous en faire voir des vertes et des pas mûres. C'est de ce type de situation que je voudrais parler ici. Mais j'ai choisi de ne pas m'en tenir aux seuls écueils de la technique, ou des aléas des subjectivités et de leurs rencontres. Il me semble que le contexte postmoderne de notre culture crée un nouveau malaise, au sein duquel les adolescents se perdent souvent dans un no limit land. C'est que, je le crains, les adultes ont autant de mal à se situer qu'eux.
les conséquences peuvent être gravissimes pour ces gens ne demandant qu'à avoir accès à un destin prometteur. Adolescent limite? Oui, mais pas seulement adolescent borderline au sens psychopathologique. Limite d'adolescence, quelle est la limite de l'adolescence? Je tenterai ici, dans ce qui n'est qu'un essai, de proposer une réflexion sur ces thèmes et d'articuler problématiques individuelles et problématiques culturelles. En ce qui concerne la technique avec les adolescents, en fait, ce qu'en dit Freud quand il commence à en établir la méthode, en particulier dans son analyse de l'homme aura, dès 1909, donc, est proche d'être applicable à la lettre, en tout cas pour ce qui est de l'articulation entre la prise en considération du transfert, celle des associations libres, qui sont davantage une libération des surgissements de la pensée, comme le nota Jacques Séda en 2009, et la construction du cadre thérapeutique. Même si Ernst Lanzer, l'homme aura, n'est plus adolescent quand il consulte Freud, cette cure nous ramène nécessairement à son adolescence, ainsi que Roussillon, 2010, considère que toute cure d'adulte s'opère en référence à l'adolescence du sujet et donc de l'analyste. À juste titre, Jacques Séda écrit qu'en laissant surgir ses pensées, c'est donc l'analysant qui va déterminer le modèle de la cure et qui va apprendre à l'analyste dans quelle direction se tourner. Le cadre de la cure est défini par ce que le patient va construire à partir de cette ouverture. Ceci représente un tournant et une avancée considérable dans la technique. C'est un point sur lequel Winnicott a toujours insisté. L'expression « conduite de la cure », véritable poncif psychanalytique et qui est le négatif de ce qu'il convient d'envisager techniquement avec les adolescents, est déjà décrié en général par Freud. Récemment, Philippe Gutton 2000 a insisté lui aussi sur cette dimension, c'est l'adolescent qui dirige sa cure ou sa psychothérapie. Mais dans sa quête de limites, véritable recherche de butée identitaire, de distinction et d'auto-étayage prenant sa source dans l'identification, le sujet adolescent en devenir met en lieu et place d'imago le clinicien. Il s'attache de lui-même à l'analyste et le range parmi les imagos de ceux dont il avait coutume d'être aimé, nous dit Freud dans la technique psychanalytique 1913. Parmi ne signifie évidemment pas comme. Cependant, chez nos adolescents limites en quête de limites, une place interne en négatif attend pour que s'y loge ce tiers qui manque et représentera cette butée nécessaire. Là est la place où le clinicien doit veiller à se situer. Ce n'est pas que le psychologue clinicien ou le psychiatre, psychanalyste, ou de cette orientation, ont à remplacer les adultes réellement défaillants de l'environnement de l'adolescent. Mais quand même, cette instance tierce qui a manqué et continue de manquer, certains ne la trouveront que dans leur cabinet. Il me semble que cette pensée libérée de la logique consciente rationnelle et du jugement moral est plus proche du mode de pensée adolescent ou du jeune adulte que de l'adulte. Ce surgissement spontané est une survivance de l'enfance. On sait combien cet exercice est spontané pour l'enfant. Il faudrait toujours être capable de pratiquer le jeu du squiggle employé par Winnicott de façon verbale, 1971. Cette opportunité avec les adolescents et les jeunes adultes est une aubaine que nous ne devons pas perdre, ainsi que la tentative typiquement adolescente de guider, parce qu'ils ne peuvent pas guider beaucoup d'autres choses, leur psychothérapie elle-même. La structure. Une des mésaventures les plus fâcheuses qui soit arrivée à la psychanalyse est d'avoir confondu le complexe d'Œdipe avec la phase oedipienne. Ceci pour rappeler que l'Œdipe est là de toujours, avant la naissance de l'enfant et depuis son premier souffle, car le père est dans la tête de la mère depuis le début. S'il n'y est pas, c'est fâcheux pour l'enfant, et cela comporte de graves risques d'un avenir psychotique. André Green. La tendance actuelle à se désintéresser de toute approche structurale ne peut qu'étonner. Elle me laisse pantois. En effet, qu'elle relève d'un déni de la complexité, d'une régression à des modèles dits neuviémistes de la psychologie, Ribot, Janet, d'un parti pris dogmatique simplificateur, est une affaire entendue. Mais qu'elle témoigne, comme elle le fait tout simplement, d'une ignorance des avancées les plus récentes des sciences humaines et biologiques, qui conjoignent enfin dans l'ouverture réciproque, est très surprenant. Ou bien alors il s'agirait de mauvaise foi, profiter par exemple de sa chair pour s'adresser avec condescendance au commun des mortels ayant les mains dans la clinique, et faire croire que tout ce qu'a dit la psychanalyse n'est que bêtise, dont on ne parlera plus demain. Il faut rétablir une certaine vérité, celle qui montre aujourd'hui,
d'une part que biologie, psychanalyse et linguistique s'accordent, au sens d'instruments de musique qui s'apprêtent à jouer de concert, d'autre part que cet accord montre que la notion et la réalité de la structure n'a jamais été aussi vivante. C'est même elle qui, et elle seule, permet l'accordage entre ces instruments, Ansermet Magistreti 2010. La référence à une théorie des émotions est l'argument des simplificateurs. L'humain partage plus de 90% de son patrimoine génétique avec des grands singes comme les bonobos, qui réguleraient, paraît-il, leurs débordements émotionnels de façon simple, ce qui ferait bondir les vrais éthologues. Il suffirait donc de les imiter. Et j'ai bien peur d'ailleurs qu'on nous encourage à le faire. De quoi s'agit-il ? Les bonobos semblent résoudre les conflits interindividuels, sociaux, résultant de certaines tensions émotionnelles, agressivité en particulier, par le coït. Soit. C'est bien le problème. Chaque individu de cette espèce se trouve dépendre du seul moyen de résolution des tensions émotionnelles issues des conflits, par la sollicitation neurobiologique des circuits cérébraux de la récompense et de l'anti-récompense, qui viennent sédater la tension émotionnelle en créant, à force de stimulation, une tolérance et une dépendance interne. Ces individus sont donc captifs de la répétition d'un passage à l'acte addictif, d'une contrainte par corps, addictus, qui caractérise justement ce qu'on trouve hélas dans la pathologie de la contrainte addictive, témoignant chez l'humain d'une dissolution du sujet dans l'addiction. L'humain est, lui, un sujet parlant, et si l'on veut garder un modèle économique ici, c'est cette voie de décharge, verbale, symbolique qui l'éloigne radicalement du bonobo. C'est un sujet parlant, un sujet de la complexité, un sujet susceptible de, disposé à, subvertir la contrainte biologique des circuits cérébraux de la récompense. Si l'on nie cette dimension qui donne à l'humain son épaisseur symbolique, on nie du même coup sa liberté. Or justement, la neurobiologie est en train de nous montrer le substrat organique de notre liberté humaine, qui nous sépare définitivement de toute autre espèce, puisqu'elle nous montre que nous sommes déterminés à l'indétermination. Le média de notre indétermination est le langage. Nous renvoyons pour ces notions que nous ne pouvons développer ici, à la synthèse remarquable faite par le psychanalyste François Ansermet et le neurobiologiste Pierre Magistreti dans leurs derniers ouvrages et aux contributions de biologistes et de psychanalystes, freudiens et lacaniens, qu'ils ont réunis précédemment 2010 A et B. Force est de constater que la notion de structure en psychopathologie est fortement malmenée à l'heure actuelle, et corrélativement, la psychopathologie elle-même. Or, si l'on veut bien entendre la psychopathologie comme bien davantage qu'une séméiologie empiriste, il faut insister sur son intérêt dans la clinique. J'y vois même une nécessité. Plus encore, le lien entre le concept de structure, très largement galvaudé, et la psychopathologie est indéfectible. Deux métaphores l'illustrent très clairement. La première est picturale, la seconde est freudienne. Si l'on regarde un tableau impressionniste à quelques centimètres, que voit-on ? On ne voit guère que quelques taches colorées éparses, qui n'ont aucun sens dans ce qui n'est absolument pas assemblé. En revanche, au fur et à mesure que l'on s'éloigne, on voit apparaître le sujet que le peintre s'est donné. La cathédrale de Chartres ou la montagne Sainte-Victoire par exemple. On en voit la structure. Ce n'est pas un hasard si Claude Lévi-Strauss révèle, lui l'homme du regard éloigné, titre de son ouvrage de 1983, que l'intuition de l'importance de la structure lui est venue en observant l'assemblage très précis des graines d'un pissenlit. Ce qui est du registre du vivant ne s'assemble pas n'importe comment, et il y a même reproductivité de cet assemblage. Il a montré qu'il en est de même dans la culture. De plus, en travaillant à sa thèse sur les structures élémentaires de la parenté 1949, il a montré en quoi c'est la méthode structurale, il se méfiait du mot structuralisme, qui a permis de rendre compte de structures de base qui font le noyau invariable de toute organisation de la parenté dans chaque société humaine. Plus tard, il écrira à quel point Freud, en montrant quelles sont les structures invariantes de transformation dans le travail du rêve ou la pathologie, était un précurseur de la méthode structurale, Lévi-Strauss, La potière jalouse, 1985. Il ira même jusqu'à montrer que les structures élémentaires qui organisent via les mythes, le langage, les règles sociales, ont leurs analogues au sein même du psychisme individuel, d'où l'inconscient structuré comme un langage de Lacan. C'est cette découverte fondamentale qui fait que la notion de structure donne son sens à toute la psychopathologie.
L'autre métaphore est celle de Freud, dans la 30e des Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse 1933. Si nous jetons un cristal par terre, il se brise mais pas n'importe comment. Il se casse suivant ses directions de clivage en morceaux dont la délimitation, bien qu'invisible, était cependant déterminée à l'avance par la structure du cristal. Les structures fêlées et fissurées de ce genre, c'est aussi ce que sont les malades mentaux, page 83. Dans cette courte conférence, Freud précise que le moi est le sujet au sens le plus propre, page 82. Nous reviendrons sur cette définition. Il précise à nouveau que le complexe d'Oedipe est le pivot qui donne un statut aux relations qu'entretiennent moi, ça et surmoi entre eux et avec la réalité, montrant comment le surmoi et l'idéal du moi se forment, comment les pulsions du ça tentent d'imprimer au moi leur influence compulsionnelle, et comment ce dernier subit la double pression de celle-ci et du surmoi. Nous avons là toute la base, non seulement de la décomposition de la personnalité psychique, titre de la conférence, mais de la psychopathologie psychanalytique, au-delà même de ce que Freud définit comme une psychologie du moi, page 84 dans ce texte, ou ailleurs une psychologie psychanalytique, ce qui ferait bondir bien des psychanalystes actuels, sans doute plus royalistes que le roi et anxieux qu'on les prenne au scandale pour de vulgaires psychologues et de là leur angoisse des apostrophes. Appartenir ou non au cénacle, d'être des vrais. Il m'étonne souvent d'entendre nombre de cliniciens ou de chercheurs, tout à la fois se réclamer d'une référence psychanalytique, et oublier, voire passer à la trappe, ses fondements métapsychologiques. Je trouve que c'est de plus en plus le cas quand il s'agit de parler des adolescents, mais pas seulement. Est-ce parce que l'adolescence serait plus complexe à appréhender sur le plan structurel, c'est-à-dire en maintenant le cap d'une méthode structurale ? Je ne sais. À vrai dire, je ne le pense pas. Les choses sont plus graves. Nous assistons à un effacement de la psychopathologie au profit d'une vision pointilliste de la clinique qui, par son regard trop proche, ne permet plus d'en voir la globalité, et donc d'en évaluer les structures élémentaires. L'exemple est flagrant quand il s'agit d'évoquer le rapport qu'ont les adolescents avec les écrans et l'Internet. On assiste à moult conférences et on lit beaucoup de choses, très séduisantes, pas pour tout le monde, mais combien sommes-nous à ne pas être dupes ? En tout cas fortement séductrices, ce qui est très préoccupant sur l'utilisation de ces objets par les adolescents. Et la grande absente est presque systématiquement la psychopathologie. C'est sans se soucier d'elle et des grandes structures psychiques qui la font, que l'on glose sur l'intérêt prétendu, l'avantage annoncé, voire l'usage thérapeutique du multimédia. Qui aujourd'hui travaille vraiment sur l'utilisation qu'en font les enfants et les adolescents selon leur structure, psychotique, névrotique, etc. On veut dédramatiser, en encourageant les parents à s'intéresser aux jeux en ligne de leurs adolescents, de les retrouver même. On veut aussi se servir de la messagerie Internet comme support de prévention, voire de prise en charge, des adolescents en difficulté. Mais on ne s'interroge pas une seconde sur la structure du discours des adolescents dans leurs messages, et son rapport à leur structure psychique. Ce sont des mots-clés qui sont repérés et qui orientent le message, soit vers un psychologue, soit vers un commercial du serveur. J'attends le procès qui fera suite à la sidération de parents d'un adolescent suicidé, qui aura chatté avec un commercial, croyant avoir accès à un professionnel de santé. Mon cynisme peut choquer, mais comme aucune instance ne se saisit de cette affaire, c'est tout simplement ce qui arrivera. Ce dispositif, actuellement expérimenté à Genève, l'est aussi en France avec des avatars sur smartphone. Il a reçu des cautions pseudo-scientifiques. À bon entendeur, salut. Il y a presque 2 décennies, nous avions rencontré déjà ces phénomènes d'addiction moderne, avec la musique électronique que l'on pouvait trafiquer soi-même en l'enregistrant sur les premiers compacts disques. Je me souviens d'un jeune homme hospitalisé en réanimation, dans l'hôpital parisien où j'exerçais, après un accident de voiture qui l'avait plongé de manière assez durable dans le coma. Nous avons appris par certains de ses camarades qui venaient le voir, qu'il vivait reclus depuis plusieurs mois dans sa chambre d'étudiant à enregistrer ou fabriquer une telle musique. Il était en première année d'une école de commerce et n'avait suivi que quelques semaines de cours. 1 an auparavant à Nice, où il vivait alors avec ses parents, il avait eu un premier accident sans gravité pour lui, mais la voiture avait été détruite. Sa mère lui en acheta immédiatement une autre, plus grosse, plus rouge, plus décapotable et plus rapide évidemment.
celle avec laquelle il a eu ce second accident. Son beau-frère avait alors dit à la mère que, tant qu'à faire, elle aurait mieux fait de lui acheter tout de suite un flingue. La phrase s'était engouffrée dans le déni familial. Or, dans le service de réanimation, nous voyons la mère de ce jeune accidenté venir chaque jour nourrir son fils à la petite cuillère. Le père restant à Nice durant presque toute l'hospitalisation. Et chaque jour, c'est avec beaucoup d'attention et le sourire que cette femme nourrissait puis caressait son fils chéri. Les guillemets seraient mieux placés sur fils à vrai dire, d'une telle façon que le spectacle devenait difficile à soutenir pour les infirmières et les aides-soignantes. Le paradoxal est difficilement soutenable. Elles qualifiaient cette mère de malsaine, et ne tardèrent pas à en faire part en staff. Le plaisir maternel ici déployé, qui était réelle jouissance, les choquait. En effet, on ne tarda pas à s'apercevoir au fil des jours qui ont suivi le réveil de coma de J, du lien incestuel qui liait ce jeune homme et sa mère. Lien d'amour, je ne sais, mais lien à mort en effet. Les investigations ultérieures plus poussées n'ont pas laissé de doute sur la structure psychotique du jeune homme. À Nice, une thérapie familiale avait été commencée il y a quelques années, interrompue à la demande de la mère. Nous l'avons appris par le psychiatre qui avait tenté de suivre ce garçon qui pour personne de son entourage familial ne posait problème, mis à part le beau-frère, issu évidemment d'une autre lignée et moins aveuglé par la structure familiale. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que tous les adolescents qui fabriquent de la musique électronique ou qui utilisent l'Internet sont psychotiques. Mais il faut cependant savoir mettre en rapport certains modes d'utilisation de ces objets et la structure psychique sous-jacente à ces usages. Malheureusement, la clinique psychiatrique actuelle tend à revenir au factuel, au seul descriptif, à la seule observation comportementale, que l'on prend du coup comme argent comptant. À l'articulation entre une clinique psychiatrique fondée sur l'observation sémiologique et l'écoute séméiologique, et une investigation psychopathologique fondée sur la métapsychologie des rapports entre instances psychiques et avec la réalité, l'étude du niveau d'angoisse, des relations d'objets, non seulement aux objets, donc diagnostic médical versus diagnostic structural, c'est substituer une clinique empiriste qui confond structure, entité et comportement. On part ainsi des conduites à risque des adolescents, de l'hyperactivité de l'enfant, des comportements suicidaires, des addictions, pour en faire des entités en soi, en oubliant que ce ne sont là que des surfaces, des miroirs réfléchissant de lieux communs et d'images stéréotypées. La perte est incommensurable, car tout l'intérêt de la confrontation entre diagnostic psychiatrique et diagnostic structural, psychanalytique donc, permettait de souligner quand les deux se contredisent plus particulièrement, l'organisation de superstructures venant masquer une structure, Brusset, 1994. Ainsi en est-il des organisations pseudo-névrotiques, pseudo-obsessionnelles le plus souvent, qui viennent recouvrir le développement ancien d'une schizophrénie chez un adolescent qui s'enfonce dans la désintégration de son moi lié à la structure psychotique. Il se pourrait bien que les états limites, soit de telles organisations pseudo, venant recouvrir par une sorte d'hyperadaptation qu'Helen Dutch avait bien repérée chez l'adolescent, personnalité comme si, une structure psychotique. Nous y reviendrons. Il est donc d'une importance accrue de revenir au diagnostic structural, afin aussi de ne pas faire croire que les pathologies graves comme celles qui relèvent de la psychose, c'est-à-dire de la structure psychotique, seraient ce coup de tonnerre dans un ciel serein, qui n'est que le résultat de la confusion entre ce qu'on observe si on ne s'intéresse qu'au spectaculaire et ce qui se prépare de longue date. Je soutiens qu'une psychose comme la schizophrénie, dans ses différentes formes cliniques, ne naît pas par une sorte de germination spontanée, pas plus que les autres psychoses non plus. Je pense très fermement que la schizophrénie n'est pas un simple et rare aléa possible de l'adolescence. Tout adolescent n'est pas susceptible de devenir psychotique, sous prétexte que la puberté entraîne des remaniements importants de la personnalité psychique. Ces remaniements, ou plutôt ces nouveaux aménagements ne sont pas sans conséquences, mais ces dernières ne sont tragiques que pour ceux dont la structure psychique est déjà, et depuis bien longtemps engagée du côté de la psychose. Évidemment, personne ne souhaite voir un adolescent ou une adolescente plongé dans le ravin de la psychose. Mais il est grave de dénier, qu'il roule depuis sa naissance peut-être, et en roue libre, sur la route qui l'y mène, et inéluctablement. Dans une équipe de psychiatrie, tout le monde est toujours profondément désolé face à ce genre de constat.
Je ne suis pas loin de penser que dénier une telle réalité relève du fantasme de guérir qui habite plus ou moins chaque soignant, pour un temps. Mais c'est un fantasme de toute puissance qui peut nuire fortement à la nécessité de prendre en charge le plus rapidement possible, et de la manière la plus intensive qui soit, ces jeunes gens en grande souffrance. Encore une fois, on constate que l'éthique rejoint toujours la connaissance, voire la compétence. C'est évidemment l'anamnèse quand elle se constitue, associée au diagnostic structural, qui permettent une décision diagnostique. Dire d'un adolescent qu'il est psychotique, ce n'est plus le stigmatiser et ce n'est pas l'acyliser, quoiqu'il le sera si la psychiatrie persévère à régresser, c'est lui donner le moyen d'un traitement le plus adapté possible. C'est ne pas le balader dans des dispositifs de soins qui, eux, conviendraient à un autre, de structure névrotique, comme par exemple une cure psychanalytique type. Il nous faut reprendre au point où nous en sommes, ce que la lecture que Lacan a faite de Freud, à partir de la phénoménologie de la subjectivité de Hegel et de la méthode structurale de la linguistique et de l'anthropologie de son temps, lui a permis de préciser sur le plan de la différenciation structurelle. Il faudrait, mais cela donnerait un autre ouvrage, situer aussi Lacan dans le contexte culturel de la psychiatrie où il a développé son œuvre, notamment dans les discussions qu'il a eues avec Henri Ey, pour qui la notion de structure avait la même importance, mais dans le cadre d'un organodynamisme qui avait ses limites. Je ne suis pas lacanien, mais cette reprise peut s'avérer très utile dans un premier temps. Lacan a notamment montré, et en cela il est fidèle à la méthode structurale de Lévi-Strauss. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.